La raison pour laquelle la plupart des mariages échouent est que le mariage est par nature une institution très humble et qu'en raison de son humilité fondamentale, il ne peut pas supporter en fait toutes les conneries supplémentaires que les gens sont susceptibles d'empiler sur cette institution. Je sais que ça ne plaira pas à beaucoup ce que je vais dire, mais tout ce qui vient s'ajouter à cela, tout ce que les gens sont susceptibles d'empiler sur l'institution du mariage, que ce soit l'amour, la romance, l'exclusivité, le devoir, est en fait plus lourd que ce que l'institution du mariage a été conçue pour soutenir. Et parmi donc toutes ces choses, c'est l'amour, au sens vraiment de l'amour vendu et romantisé par la société et les médias, qui est en fait le plus lourd à porter. J'ai une question, vous allez répondre en commentaire. Pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, les mariages ne durent plus comme à l'époque de nos parents? Pourquoi à l'époque de nos parents, on avait des parents qui faisaient 80 ans de mariage, 100 ans de mariage et voire même jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, on a des mariages de 1 an, de 6 mois, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans et qui sont voient l'échec, qui divorcent par-ci, par-là. Qu'est-ce qui a changé? Une question très intéressante à laquelle j'ai voulu donner un jet de réponse. J'ai récemment publié une vidéo sur la chaîne au sujet du mariage et la vidéo du jour se veut un petit peu comme une espèce de suite. C'est un fait aujourd'hui que plus personne n'ignore mais dont peu d'entre nous s'intéressent vraiment aux réelles raisons du déclin de cette institution. Je pense avoir brièvement parlé de quelques raisons dans cette précédente vidéo, mais aujourd'hui, je me suis attardée en fait sur un point que je n'avais pas réalisé auparavant. Salut et bienvenue sur Ekima, vous connaissez déjà le refrain, likez, partagez, abonnez-vous, ça m'aide énormément. L'objectif c'est d'atteindre les 25 000 abonnés d'ici avant le milieu de l'année. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram, c'est désormais là-bas que je poste mes actualités. Maintenant que c'est fait, commençons. Pourquoi la plupart des mariages ne durent pas comme avant, ou du moins, pourquoi la plupart des mariages d'aujourd'hui échouent? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, de l'échec du mariage de nos jours. Nous savons que le taux de divorce est extrêmement élevé dans le monde occidental. Un peu plus de la moitié des mariages se terminent par un divorce, ce qui devrait être une statistique absolument terrifiante pour tout homme célibataire en Occident. Les raisons derrière ce taux de divorce fulgurant sont largement débattues et vivement contestées. Il y a beaucoup de validité dans beaucoup de ces points, en particulier ceux concernant les incitations assez perverses pour les femmes qui initient la plupart des divorces pour mettre fin à leur mariage. Cependant, j'ai une explication très simple, à mon humble avis, qui touche au cœur du problème ici, pour expliquer vraiment pourquoi la plupart des mariages échouent. La raison pour laquelle la plupart des mariages échouent est que le mariage est par nature une institution très humble et qu'en raison de son humilité fondamentale, il ne peut pas supporter en fait toutes les conneries supplémentaires que les gens sont susceptibles d'empiler sur cette institution. Visualisez un petit peu le mariage de nos jours comme une espèce de pont, un pont qui s'effondre lorsqu'il supporte trop de poids. Le mariage tel qu'il a été conçu, tel qu'il a été pensé surtout, n'est tout simplement pas conçu pour supporter plus que ce pourquoi il a été construit. Et en fin de compte, lorsqu'on fait une lecture des faits, ce pourquoi le mariage a été conçu, c'est pour fournir un contexte pour que les hommes et les femmes se réunissent et élèvent des enfants. C'est tout. C'est vraiment la fonction basique du mariage. Sa fonction la plus simple. Je sais que ça ne plaira pas à beaucoup ce que je vais dire, mais tout ce qui vient s'ajouter à cela, tout ce que les gens sont susceptibles d'empiler sur l'institution du mariage, que ce soit l'amour, la romance, l'exclusivité, le devoir, la religiosité, le sacrifice, la sécurité, le statut, les conséquences sociales, les incitations financières, est en fait plus lourd que ce que l'institution du mariage a été conçue pour soutenir. Et parmi donc toutes ces choses, c'est l'amour, au sens de l'amour romantique, au sens vraiment de l'amour vendu et romantisé par la société et les médias, qui est en fait le plus lourd à porter. La prévalence du mariage d'amour qui est une confusion, un amalgame entre deux choses très différentes, l'aventure amoureuse et le concubinage, est fondamentalement responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Le mariage n'a pas été conçu pour être à la fois une structure pour élever des enfants et un contenant pour la passion et l'épanouissement qui nous a été marketé aujourd'hui, ce qui n'a donc aucun sens. C'est comme si, je ne sais pas, vous demandiez au concessionnaire automobile de Lamborghini de se mettre à fabriquer des minivans. C'est pas possible. Et justement, l'amour n'est que l'un des nombreux éléments supplémentaires dont nous nous servons à tort pour alourdir le fardeau du mariage. Un constat similaire peut être fait quant aux attitudes contemporaines en ce qui concerne le travail. Par exemple, la fonction d'un travail, l'objectif d'un travail est de fournir aux gens une opportunité de gagner de l'argent en échange d'un service qu'ils rendent. C'est tout. C'est vraiment tout. Donc,
tout ce qui vient s'ajouter en plus de cette fonction élémentaire que fournit le travail constitue en fait un poids supplémentaire qui n'a pas été conçu pour être supporté par le travail. Pour ceux qui savent à quoi renvoie l'étymologie première du mot travail, savent que l'institution du travail n'a pas été conçue pour être épanouissant, il n'était pas censé apporter du sens dans la vie des gens, il n'était pas censé vous définir une identité, il n'était certainement pas conçu pour être excitant ou amusant. Non. Rien de tout cela. L'institution du travail a été créée pour offrir aux gens la possibilité de gagner de l'argent en échange d'un service. Un point, un trait. Tout ce qui dépasse cela, tout ce qui s'ajoute à cela, tout ce qu'on veut ajouter au travail est plus que ce que l'institution a été fondamentalement conçue pour soutenir. Et ce n'est pas nécessairement un problème quand un travail qui paye bien n'est pas épanouissant. Le problème, en fait, c'est d'attendre un épanouissement de la part d'un travail qui paye bien. Je sais qu'en ce moment, ce que je vous dis vous semble tellement contre-intuitif. Mais vous verrez que quand quelqu'un qui vit de quelque chose d'épanouissant, qui lui rapporte de l'argent et genre assez d'argent pour vivre, vous verrez que pour cette personne en fait, ce n'est pas considéré comme un travail ce qu'il fait, mais comme une passion, comme un divertissement, comme un passe-temps, vous voyez. En tout cas, prenez le temps qu'il faut pour intégrer cette information. Ah oui, petite pause les gars, les souscriptions à la chaîne sont désormais possibles. Vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 4 € et pour moins de 15 € pour avoir un certain nombre de privilèges. Pour 3,99 €, vous avez droit aux vidéos en avance en fonction bien sûr de la disponibilité du contenu. Et pour moins de 15 €, vous avez accès bien sûr aux avantages du premier forfait. Et en plus, nous pourrons échanger en MP sur Instagram sur divers sujets. Il y a aussi, pour ceux qui sont fans de jeux vidéo, la possibilité de jouer avec moi en ligne et avoir un accès exclusif à certaines de mes actualités. Et bien sûr, peu importe le forfait, c'est juste un moyen de me soutenir et de m'encourager si jamais vous appréciez mon contenu. Je vous laisse donc toutes les informations en description et merci à vous. Alors, si j'ai pris le travail comme analogie, c'est parce que le mariage et le travail sont des institutions assez humbles et pendant très longtemps donc, le mariage était fondamentalement considéré comme une sorte de travail. C'est-à-dire qu'il s'agit en gros de deux personnes qui se sont unies pour accomplir un but spécifique, une tâche spécifique, à savoir élever des enfants. Vous n'aviez pas besoin d'aimer la personne avec qui vous faisiez cela. Pire encore, vous n'aviez même pas besoin de l'aimer particulièrement. Un peu comme c'est inutile par exemple d'aimer ou même d'apprécier vos collègues pour faire votre travail. Vous voyez où je veux en venir? Bon, déjà, petite précision. Ne pas aimer ne veut pas non plus dire détester. On n'est pas chez les barbares ici. Alors, c'est un fait par exemple que vous ne pouvez pas choisir vos collègues et pendant longtemps, les gens aussi ne pouvaient pas choisir leur conjoint comme on le fait par exemple aujourd'hui avec toutes les facilités que nous connaissons. Application de rencontres et j'en passe. Mais avant, on avait trouvé en quelque sorte un moyen de faire en sorte que cela fonctionne parce que vous savez que c'est votre travail, c'est votre devoir. Personne ne s'attend vraiment à travailler dans une entreprise où, je sais pas, ses collègues sont ses meilleurs amis. C'est à la fois très réaliste et très inutile. Au contraire même, je vous déconseillerais de vous aventurer dans une entreprise où vous bossez entre amis parce que vraiment la plupart du temps, vous n'êtes pas en fait en mesure de devenir sérieux quand le moment l'exige et quand la rigueur est de mise. Cependant, les gens n'ont aucun problème à croire que leur conjoint ne devrait pas seulement être leur coparent, donc leur copilote dans l'aventure parentale, mais aussi ils doivent être leurs meilleurs amis, leurs amants passionnés, leurs entraîneurs, leurs cheerleaders, leurs compagnons de beuverie, leurs thérapeutes, leurs plus grands fans, leurs trophées sociaux, etc., etc. Cela devrait aller sans dire, mais aucune personne en fait ne peut être toutes ces choses, toutes ces personnalités, toutes ces personnes pour quelqu'un d'autre. Une personne, par exemple, ne peut pas jouer de tous les instruments dans un orchestre à la fois. Ok, disons que dans le bénéfice du doute, à la rigueur, 2 ou 3, mais pas tout un orchestre, vous voyez. Et c'est pourquoi les mariages échouent. Nous voulons de nos partenaires qu'ils soient plus que ce qu'ils sont et nous attendons donc de nos partenaires qu'ils le fassent en mode c'est leur devoir, c'est de leur responsabilité. Je ne compte même plus le nombre de fois où je suis tombée sur des vidéos du genre ouais, votre mari doit être votre ami, votre confident, votre thérapeute, votre portefeuille sur pattes, votre comédien, votre masseur, votre compagnon de gym. Pfiou, je ne sais pas vous, mais vraiment, je trouve que ça en fait beaucoup. Ça en fait vraiment beaucoup à demander à quelqu'un. Ok, c'est vrai, j'exagère un petit peu quand j'ai cité les attentes. Cependant, je n'exagère pas du tout quand je dis qu'on attend de nos époux, de nos partenaires, beaucoup plus qu'ils ne le sont et qu'ils ne pourraient jamais l'être. Multitâche, je veux bien, mais il y a des limites. Méfiez-vous lorsqu'on veut vous vendre un appareil qui est au-dessus de 3 fonctionnalités jumelées. Genre, je ne sais pas, le produit, il est 4 en 1, 5, 6, 10 en 1. Ce n'est pas possible. On a mis donc tellement d'attentes dans l'autre que dans le cas où celui-ci ne répond pas à toutes ces attentes présupposées basiques, je le précise, qu'on a en tête, c'est de sa faute.
et direct, on tombe dans la case regret et plus tard dans la case divorce. C'est vraiment l'un des points qui m'est venu après être en fait tombé sur certains contenus et documentations à propos en fait de ce phénomène fulgurant de cas de divorce auquel on assiste aujourd'hui. Freud a dit qu'il ne savait pas ce que les femmes voulaient, mais moi je vais vous dire ce que les femmes veulent. Elles veulent avoir beaucoup de gens à qui parler, à qui se confesser, à qui s'épandre en fait. Et vous me demanderez de quoi veulent-elles parler autant? Eh bien, de tout et de rien. Et ce que les hommes veulent, ils veulent beaucoup de potes avec qui traîner et aimeraient aussi que leurs copines ne soient pas si en colère contre eux par rapport à ça. Pour en revenir donc à la problématique de cette vidéo, pourquoi tant de gens divorcent aujourd'hui? C'est parce que la plupart d'entre eux qui se marient se retrouvent en fait dans une situation où ils n'ont plus énormément d'options. Qu'est-ce que j'entends par énormément d'options? Eh bien, dans le monde occidental, quand un couple se marie, aujourd'hui, c'est vraiment comme si énormément de choses se retrouvent restreintes d'accès pour eux. Autrefois, quand un couple se mariait, la mariée avait beaucoup plus de gens à qui parler de tout et de rien. C'était la fusion de deux familles, donc ça lui faisait plus de sœurs avec qui papoter, vous voyez. Et le mari, lui, se retrouvait avec beaucoup plus de potes, beaucoup plus de copains à qui raconter leurs blagues stupides. Mais la plupart, en fait, d'entre ceux qui se marient aujourd'hui ne sont plus qu'une personne de plus pour l'autre. Et tout ça, en fait, à cause de l'avènement de la famille nucléaire, de l'individualisme, etc. Il y avait donc toutes les susceptibilités dont font preuve les femmes dans les relations. Passer par exemple du temps entre potes pour un homme ne sera plus toujours autant possible qu'avant. Et du côté des femmes, fini les clubs et les soirées arrosées entre copines. Et vous verrez qu'en cas de dispute de couple, que ce soit à propos, je sais pas, d'argent, de sexe, ou alors de comment élever les enfants, bref, peu importe le sujet de la discorde, il ne sera en fait que la résultante de ce profond sentiment inavoué qui est qu'ils aimeraient que leur partenaire soit plusieurs choses ou alors plusieurs personnes à la fois. Seulement, ce n'est pas possible. Et ça n'a même pas à l'être parce que votre mari n'est pas censé remplacer toutes vos copines que vous avez ghostées après le mariage. Ton mari, c'est pas ton meilleur ami. Ne fais pas cette erreur. Si tu veux que ton mariage dure et garde de bonnes bases, ne crois pas que ton mari, c'est ton meilleur ami. Je dis pas ça pour qu'il y ait plus de divorces, au contraire, d'accord? Je dis ça parce qu'une femme avertie en vaut 10. Et que moins on fait cette erreur-là, moins on est déçu, moins on a de rancœur et de haine contre notre propre mari. D'accord? Parce que c'est ces situations-là où tu te fais de faux espoirs, où tu fantasmes la réalité, où tu idéalises la personne qui est en face de toi, où tu penses que tu peux tout lui raconter, il va toujours t'écouter, il va toujours trouver la solution. Non, ce n'est pas ton meilleur ami, ce n'est pas à lui de te rendre heureuse. Ou alors pour les hommes, tous les potes qu'ils voient de moins en moins en cause du mariage. Vous voyez un petit peu? La raison pour laquelle la plupart des mariages donc échouent, c'est parce que les partenaires en face ne sont pas manifestement plus de personnes, plusieurs personnes, n'incarnent pas tous les rôles que son partenaire attendait de lui. En gros, il n'est pas le fameux produit 10 en 1 que sa femme, par exemple, pensait qu'il était. Et c'est normal, vous n'êtes pas censé être un tas de personnes. Vous n'avez pas été conçu pour être assez de personnes à la fois et vous ne pouvez pas être assez de personnes à la fois. Peu importe qui vous êtes et avec qui en fait vous décidez de vous mettre en relation. L'idée qu'une relation, un mariage qui plus est, devrait remplacer et supplanter toute autre relation est en fait une recette pour un désastre. Et à mon humble avis, pour que le mariage soit sauvé, il doit être ramené à son état essentiel qui est en fait celui de la simplicité et de l'humilité. Les choses en fait sont parties en couille lorsque en 1563, l'église catholique a en fait reconnu l'institution du mariage comme un sacrement. À cette époque, c'était l'église qui faisait la loi. Donc, je n'ai pas besoin de vous rappeler que une fois que l'État récupère un concept, il le transforme à tout prix et à tous les prix en un instrument de contrôle social. Et donc, à partir de ce moment, le mariage était confondu avec la religion il y a quelques centaines d'années. Puis il a été confondu avec l'amour il y a de cela 1 ou 2 centaines d'années. Puis il est devenu isolé dans l'unité nucléaire après la dissolution de la famille élargie il y a environ 75 ans. Et aujourd'hui nous en sommes à plus de 50 ans de bouleversement et d'incertitude sur la culture, le genre et la tradition. Le mariage d'aujourd'hui est donc absolument méconnaissable par rapport au mariage il y a plusieurs centaines d'années. Et en fait c'est fou parce que nous continuons à utiliser le même mot pour décrire ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Je crains que tant que nous n'aurons pas collectivement isolé et clarifié les nombreuses idées confuses qui ont donné naissance à cette chimère qui est l'institution du mariage aujourd'hui, la situation continuera à se détériorer. Pour sauver le mariage, nous avons besoin d'un retour à la simplicité, d'une ouverture d'esprit pragmatique ou alors les deux à la fois. Voilà, c'était une vidéo assez courte, une petite réflexion en fait que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires tout en restant poli et courtois, j'insiste. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Oops, I did it again.